I'm one of the best fighters in the world. MMA is my purpose. It's my calling. Sean Strickland, this man is just a natural fighter. It's just relentless pressure and a nastiness that you don't really see. He picks his opponents apart. He's a bit of a maniac, so he's not afraid to get into a firefight. I'm not a good guy, I'm a villain. I want to take what you have, I want to break what you even. Sean Strickland, le mec qui part trop loin, qui parle trop, qui met mal à l'aise. Celui que certains adorent et que beaucoup détestent, souvent pour de très bonnes raisons. Mais lorsque tu prends le temps de t'intéresser à son histoire, tu te rends compte que ce qu'on voit aujourd'hui est uniquement la continuité de ce qu'il a vécu. Strickland a grandi dans un environnement où la peur faisait partie du quotidien. La peur de se réveiller en pleine nuit, en pensant que ton père est en train de tuer ta mère dans la pièce d'à côté. Lorsque tu grandis dans cet environnement, tu ne développes pas les mêmes réflexes que les autres, car ton cerveau, lui, cherche juste à anticiper le danger et à tenir jusqu'au lendemain. Quand tu arrives à l'adolescence, avec toute cette tension accumulée, ça sort comme ça peut. Comme par exemple, par des idées que tu ne comprends pas, mais qui te donnent l'impression d'exister. Le MMA dans cette histoire, c'est uniquement un cadre. Un endroit où la violence avait un sens. C'est pour ça que même lorsqu'il devient champion du monde, avec de l'argent et de la reconnaissance, Strickland dit que la ceinture ne veut rien dire. Parce que ce qui lui a permis de ne pas sombrer, depuis le début, c'est le combat. Alors installez-vous bien, prenez de quoi grignoter, parce qu'aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Sean Strickland. Juste avant de commencer, petit rappel rapide, la plupart de mes vidéos sont démonétisées. Du coup, si tu veux soutenir la chaîne, tu peux le faire en t'abonnant à la souscription à 1,99€. C'est pas grand chose, mais pour moi ça change tout. Merci à ceux qui le font, et maintenant, je vous souhaite une très bonne vidéo. Sean Strickland, né le 27 février 1991 aux États-Unis, plus exactement en Californie, et grandit dans la région de l'Inland Empire. Quand Sean parle de son enfance, il le dit lui-même. Il n'y a pas vraiment de bons souvenirs. Dès son plus jeune âge, sa maison devient un endroit dangereux, à cause de son père violent et souvent alcoolisé. Sean avait une peur constante, et explique qu'il dormait régulièrement dans la chambre de sa mère car il était convaincu que sinon un soir, son père allait la tuer. I mean, dude, I remember I've told the story once, dude, like I was in probably 3rd, 4th grade and fuck man, I used to always sleep in my mom's room because I thought my dad was gonna kill my mom. So like I would like sleep by the door, I'd sleep to make sure she was all right. Yeah, I'd sleep under the bed, you know, I'd sleep by the door because I thought my dad was gonna kill my mom. So like Lorsque tu grandis comme ça, ton cerveau ne fonctionne pas comme celui des autres enfants. Les nuits étaient interminables. Son père rentrait ivre, criait pendant des heures, menaçait, parlait de tuer, de brûler, de faire disparaître. Pendant ce temps-là, Sean restait collé à sa mère, parfois toute la nuit. So I remember like I used to sit there and just kind of like hug my mom's leg in the kitchen. You know, like we had this little nook and she would like go in the nook and I would just sit there like all night long. I'm by like the feet of my mom and my dad like, oh, I'm gonna fucking kill you and this and that. And I'll never forget, like he would talk about like burning her face with acid. And mind you, I'm in elementary school. I'm in elementary school, right? So like. À l'école, évidemment, à cause de ça, Sean est épuisé, sort en classe, et les profs le catégorisent directement comme un enfant problématique. You know, I couldn't stay awake in school. Like so, like I remember I was like in 3rd grade, or no 2nd grade. And I kept falling asleep at my desk. And my teacher took my desk away from me and she made me like stand up. And so me, I'm like, fuck you, being a little kid, I just went and fell asleep on the ground. And mind you, like the school system's like, oh, Sean, like he's just a bad kid. They don't realize I'm up till 3 o'clock in the morning. Like, à force des problèmes récurrents, comme les absences répétées, l'école menace sa mère, qui n'a plus d'autre choix que de le garder à domicile. And then like all of a sudden my mom gets a call, like a letter in the mail saying, hey, if Sean doesn't go to school, you can go to jail. So now she has a choice, homeschool my kid, she had a full-time job, or go to jail. Damn. So my little Mowgli ass, I'm like the little wild one, dude. They put my ass homeschooled. I didn't go to school, I didn't read. I don't think I learned how to read until I became an adult, you know. À cause de ça, Sean reçoit peu d'éducation, peu de socialisation, et dit clairement qu'il ne s'en sentait pas comme un enfant normal. Résultat, il développe de l'anxiété physique, et raconte qu'enfant, il se grattait les gencives jusqu'au sang, au point de se créer un trou permanent sans vraiment comprendre pourquoi. Lorsqu'il arrive à l'adolescence, toute la peur accumulée durant l'enfance change de forme. Il n'a jamais appris à gérer ses émotions, à parler tout simplement, à être un enfant normal. Alors ce qui lui reste, c'est la colère. Sean explique qu'à cette période, il est rempli de rage, sans vraiment savoir contre qui, ni pourquoi. Et comme souvent chez les gamins perdus, cette colère cherche un cadre. Mais pour lui, ce cadre va venir de la pire source possible. Son grand-père, un homme très raciste et marqué idéologiquement. Sean dira plus tard qu'à cause de lui et de son besoin d'exister, il est passé par une phase de pseudo-suprémacisme blanc. So when I was younger, I was like a pseudo white supremacist. Huh? I mean, I beat up a guy and I made
And I don't hate fucking gays. Yeah, no, I don't hate anybody. I don't think I don't know. There's a couple people that I really don't fucking like. Boy, But I'll like, fucking I had tell a you lot that. of like, dude, I had a lot of fucking trauma. You had a growing lot up. of anger though. Yeah, I had a lot of trauma growing up. You know, I had this piece of shit grandfather. He was super racist, big white man. À l'école, évidemment, toujours rien ne va. Il se fait exclure plusieurs fois pour propos haineux, insultes ou bagarres. Il ne termine ni le lycée, ni le collège. Et lui-même dit qu'il n'a jamais vraiment été gradué de quoi que ce soit. Mais le plus violent pour lui reste le regard des adultes. Un jour, un prof lui balance une phrase qui va le marquer à vie. « Tu es la raison pour laquelle on construit des prisons. » À ce moment-là, tout est déjà écrit. En théorie, et Sean en est conscient. Il dira plus tard que sans exutoire, sans cadre, il serait soit en prison, soit mort, soit aurait fait quelque chose d'irréparable. C'est précisément là que le combat entre dans sa vie comme un cadre. Il commence alors à s'entraîner vers la classe de 3ème, et dès le premier jour, il se fait littéralement démonter. Complètement couvert de sang, dominé et humilié physiquement. Mais malgré ça, pour la première fois de sa vie, quelque chose se passe. Il se sent bien. I realized I wasn't a racist. I was just angry. I mean, I'll never forget. You know, I always tell people the first day I trained, I got the shit kicked out of me, covered in blood, bro. Like, first moment in my life I ever felt happiness. First moment in my fucking life I ever felt happiness. Sean comprend alors un truc fondamental. Il est animé par une violence intérieure sans direction. Et le MMA lui donne un endroit où cette violence ne détruit plus tout. Très vite, ses idées changent, ses fréquentations aussi. Il se rend compte qu'il a plus en commun avec d'autres gamins cabossés qu'avec le discours qu'il répétait avant. Et à partir de ce moment-là, le combat devient une nécessité pour Sean Strickland. Car sans ça, il le sait très bien. Il n'aurait jamais tenu. Très vite, il s'entraîne tout le temps. N'a pas vraiment de vie sociale, mais dans la cage, se sent à sa place. Au départ, contrairement à l'image qu'il se donnera plus tard, Sean lutte, contrôle et soumet. À peine majeur, il commence à combattre, et enchaîne les victoires sur le circuit régional, notamment au King of the Cage, une organisation très respectée à l'époque. Il combattra là-bas durant 6 ans, et obtient la ceinture face à Brandon Hunt par KO. Il défendra ensuite sa ceinture 4 autres fois, et ayant accumulé alors un palmarès de 13 victoires pour 0 défaite en MMA, l'UFC l'appelle naturellement pour faire ses débuts. Le 15 mars 2014, en short notice, face à Buddha McDaniel. Très vite, Strickland vient lutter son adversaire, parvient à le mettre au sol et l'étrangle en quelques minutes plus tard, au premier round. Une magnifique performance de Strickland, qui est clairement à la hauteur de l'attente. Il revient alors un mois plus tard et remporte le combat par split decision contre Luke Barnett, dans un combat vraiment très peu animé, où tous les médias ont donné le combat à son adversaire. Et commencer une carrière à l'UFC par un combat controversé, c'est clairement pas idéal. Mais les décisions partagées vont devenir un vrai thème dans l'histoire de Sean. Suite à ce combat, il décide alors de descendre en welterweight, et affronte Santiago Ponzinibbio, à son moment le plus dangereux. Sean le dira plus tard, il était nerveux et avait envie de vomir avant le combat, car il sentait que ce combat-là était un vrai test. Et ce soir, pour la première fois de sa carrière, Sean Strickland va couler sous la pression, et perd par décision unanime. Une décision volée, puis une défaite, c'est clairement pas les débuts rêvés. S'il veut rester à l'UFC, il n'a plus le choix, et doit enchaîner des victoires claires. Il rebondit le 15 juillet 2015 face à Igor Aroro. Une nouvelle fois, dans un style très lutte et très clinch, mais cette fois, remporte le combat sans contestation possible. Puis dans la foulée, enchaîne une autre victoire face à Alex Garcia, son premier KO à l'UFC. Tout semble enfin aligné, et la dynamique semble lancée. Enfin, jusqu'au prochain combat face à Tom Breeze. Pendant tout le combat, Sean avance, mais la pression cherche à imposer son rythme. Mais Breeze recule beaucoup, envoie des kicks et coupe sans cesse l'avancée de Strickland. Au fil des rounds, Sean devient plus hésitant. Le combat s'enlise et le public commence à huer. À la décision, il remporte le combat une nouvelle fois par décision partagée. À ce moment-là, le bilan est étrange. Sean Strickland gagne, avec une impression constante d'être à la limite. Et surtout, lorsque la pression monte et que le niveau s'élève d'un cran, Sean n'a pas encore prouvé qu'il pouvait répondre présent. Et c'est exactement ce que l'UFC va tester ensuite, le 8 avril 2017 face à Kamaru Usman. À ce moment-là, Usman n'est pas encore champion, mais ceux qui connaissent le savent. C'est un match-up cauchemardesque, avec un cardio monstrueux, une lutte étouffante et une pression constante. Dès le début du combat, Usman impose le rythme et colle Strickland à la cage. Au fur et à mesure, il casse tout ce que Sean essaye de mettre en place. Round après round, Usman l'use physiquement, mentalement et l'envoie même au tapis. Sean encaisse finalement, mais n'existe jamais vraiment dans le combat. À la décision, il n'y a aucun doute. Usman lui montre ce soir-là ce qu'est le très haut niveau en welterweight. Et Sean comprend brutalement qu'il n'y est pas encore. Il continue alors à s'entraîner et revient face à Kurt McGee et remporte le combat par décision unanime en faisant une performance typique de Strickland. Cette victoire, c'est comme une respiration,
car elle lui permet de rester dans le jeu après sa dernière défaite. Mais cette stabilité ne va pas durer, car pour son combat suivant, il affronte Eliseu Zaleski dos Santos. Dans le premier round, Sean semble à l'aise. Il contrôle, avance comme à son habitude, et semble avoir un temps d'avance sur son adversaire. Mais à la fin du round, Zaleski déclenche un énorme spinning wheel kick et force l'arbitre à arrêter le combat. Pour la première fois de sa carrière, Sean Strickland perd par KO. Et surtout, il perd dans le dernier combat de son contrat, donc s'il perd le prochain, tout risque de s'arrêter brutalement. Cependant, après ce KO, il change complètement de mentalité. Maintenant, il s'enfuit de perdre ou se faire mettre KO. Il veut juste se battre et être un combattant de l'UFC. Avec cette mentalité, il écrase complètement son adversaire et le termine au second round. Au passage, il sauve son contrat UFC et signe son premier finish depuis 2 ans. À ce moment-là, Sean vient tout juste de sauver sa place à l'UFC. Il sort enfin d'une période compliquée, il a retrouvé une forme de liberté mentale et il s'est débarrassé de la peur de perdre. Mais quelques semaines plus tard, tout s'arrête net. Décembre 2018, une voiture le percute pendant qu'il est sur sa moto. Les dégâts sont énormes. Genoux explosés, rotule arrachée, ligaments détruits. Il expliquera plus tard que son quadriceps est littéralement resté sur la route. Sean a déjà survécu à beaucoup de choses dans sa vie. Mais là, les médecins lui disent clairement qu'il ne se battra probablement plus jamais. Et pour quelqu'un comme Strickland, dont toute l'identité repose sur le combat, c'est presque une condamnation. Oh yeah, no, I mean it would come down. I mean, I remember waking up, going into surgery off my bike, having a surgeon I started crying, not crying because I wasn't crying because of pain or anything. I'm not gonna feel anything. I was crying because when you're hearing a surgeon saying, "Hey, you're in a motorcycle accident," I just seen my dreams just drift away. That was one of the hardest things. And after 12 weeks, you start building yourself back up. You'll be good in 6 months, and you talk to a doctor, and they're like, "Whoa, hey, you're still missing part of your kneecap. You still have a complete tear in your quad." And they start telling you all these things, and you're like, "Well, you can get it fixed, but you'll be out for a minimum of another 2 years." No, I can't afford to be out for another 2 years. Malgré ça, Strickland explique qu'il a toujours vécu avec des gens qui lui disaient ce qu'il ne pourrait jamais faire. Alors quand les médecins lui expliquent tout ça, il décide simplement de ne pas les écouter. La rééducation est très longue, presque 2 ans, sans ce qui donnait un sens à sa vie. Et pendant cette période, une chose change profondément chez lui, son rapport à la défaite. Il dit avoir été tellement terrifié par la défaite qu'il ne profitait même plus d'un combat. Mais l'accident lui a fait comprendre que gagner ne signifie pas tout. Alors maintenant, il veut juste livrer de beaux combats et que les fans prennent du plaisir. Lorsque Strickland revient dans l'octogone, presque 2 ans après son accident, il décide de monter définitivement en middleweight, pour en finir avec les coups de poids extrêmes. Son combat de retour a lieu en octobre 2020, face à Jack Marshman. Dès le début, on voit qu'il est solide. Il avance, encaisse et impose son rythme durant tout le combat. Victoire par décision unanime dans une très belle performance. Mais à peine revenu, l'UFC lui propose un truc que peu de combattants accepteraient. Un deuxième combat, 14 jours plus tard, face à Brendan Allen. Un jeune dangereux et surtout invaincu à l'UFC. Strickland accepte sans réfléchir, car selon lui, s'il recommence à calculer, il redevient fragile. Une deuxième fois, Strickland livre une très bonne performance, et conclut parfaitement le combat par un TKO au second round. A partir de là, il enchaîne 2 autres victoires supplémentaires par décision unanime, face à Kristizov, Jotko et Uriah Hall. Avec désormais une série de 5 victoires consécutives, il est officiellement classé numéro 7 de la catégorie, et vise naturellement le top 5. L'UFC décide alors de lui opposer dans un premier temps Luke Rockhold. Mais le combat tombe à l'eau, et à la place, il affronte Jack Hermansson. Et là, on comprend enfin pourquoi Sean est si difficile à battre. Il s'entraîne différemment. Il fait énormément de sparring. Il spare presque tous les jours. 5 rounds, 3 à 4 fois par semaine. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça se ressent dans la cage. Car sa défense en striking est l'une des meilleures de l'histoire des middleweight, avec plus de 73% des frappes adverses esquivées ou bloquées. Strickland remporte le combat par décision partagée. Et c'est déjà sa 4e victoire par décision partagée à l'UFC. Mais ça résume parfaitement son style. Pression constante, garde filichelle, jab, cross, tip. C'est efficace et ça fonctionne. A ce stade, Sean Strickland n'est toujours pas une star, et honnêtement, pas vraiment apprécié par l'organisation. Et c'est exactement à cause de ça qu'il va se rapprocher d'un combat que personne n'avait vu venir face à Alex Pereira. Quand le combat contre Alex Pereira est annoncé, beaucoup y voient un piège. Un striker monstrueux, une allonge absurde, un passé en kickboxing, et surtout, le mec qui a mis KO Adesanya en kickboxing. Dans la tête de beaucoup, Sean Strickland est un adversaire de transition en préparation d'un futur choc entre Adesanya et Pereira. Mais Sean ne le voit pas du tout comme ça, et dès la Fight Week, pose le décor. Here's the thing. Let me tell you guys something. There's not one glory kickboxer in any weight class that I couldn't stand and bang with. So don't tell me just because you're some big Brazilian, you knocked out Izzy 20 years ago that I can't stand with you. Come on, motherfucker. Get out of here. You're not even a good striker, bro. What is prayer? Dude, the only reason to do that is because you're tall, man. You're genetically gifted. If you were a normal sized human being, you wouldn't even be here. Your style sucks. Cette Fight Week marque aussi une première pour Strickland, sa première vraie conférence de presse UFC.
Et très vite, ça dérape. Ce qui devait être une simple promotion devient un règlement de compte verbal. Sean ne se contente pas de parler de Pereira. Il l'ignore presque. À la place, il s'en prend directement au champion. Oh man, I made the champion man with his frosted tips and his gay little watch. Oh no! No man that beats off the cartoons is gonna beat me. Bro, Calm trust down. me. If Calm you ever, down. I can tell you what. If you win this fight, when we fight, I knock you out. I'm gonna do a TikTok dance over your grave. Oh, fuck it. Look at this grown ass man on TikTok. Maybe that's the problem, bro. And the you don't fuck want this what? guy's a champion. Do something about you it. don't want this guy's a Do champion. something about it then. Hey, I'll Alex, break my nail in your get face. this man. Alex, get this. Hey man, you better focus on your guy. If not, he's gonna you up too. Yeah, the way he slept your ass. Le soir du combat, on comprend que Sean Strickland va faire exactement ce qu'il a annoncé toute la semaine et ne pas lutter. Durant les premiers échanges, il a même la sensation que tout se passe bien. À la moitié du premier round, Sean se relâche. Une fraction de seconde, Pereira en profite immédiatement, crochet du gauche, Strickland s'effondre, KO. Après Pereira, Sean comprend une chose essentielle. Il peut rivaliser avec l'élite, mais il doit choisir quand imposer son style. Et c'est dans cet état d'esprit qu'il affronte Jared Cannonier. Un vrai test, face à un mec puissant qui sort d'une chance pour le titre face à Israel Adesanya. Le combat est serré, vraiment extrêmement serré. Strickland avance, Cannonier recule et explose par moments. Les rounds sont disputés, mais Sean semble toucher un peu plus. À la fin du combat, beaucoup pensent que Strickland a fait le travail. Et pourtant, la décision tombe. Défaite par décision partagée. Pour certains, c'est un vol. Pour d'autres, c'est juste la confirmation que son style dérange, et que ses combats sont difficiles à scorer. Après ce combat, il dit simplement que les juges ne savent pas faire leur travail, et qu'il va devoir faire mieux. À ce moment précis, Sean Strickland n'est plus un prospect, mais il n'est pas non plus une star. Il est dans cet entre-deux inconfortable. Trop dur à battre pour être ignoré, mais pas assez spectaculaire pour être poussé. Alors plutôt que se plaindre, Sean fait exactement ce qu'il a toujours fait. Il combat. Il accepte un short notice, moins d'un mois après Cannonier, face à Nassourdine Imavov. Notre sniper français, mobile, propre, ultra explosif. Et sur une série de 3 victoires à ce moment-là. Cependant, le soir du combat, Strickland ne laisse aucune place au doute. Il garde parfaitement Imavov à distance, le colle et l'empêche d'installer son jeu. Round après round, il impose son rythme. Victoire nette par décision unanime pour Sean Strickland, qui renoue avec la victoire après 2 défaites consécutives. Prochain adversaire, Abus Magomedov. Un adversaire peu connu, mais un combat capital. Dès le début, Strickland met une pression énorme. Magomedov tente de réagir et emmène Strickland au sol. Strickland se relève sans difficulté et commence à boxer. À ce moment-là, il se rend compte de la différence de niveau dans ce domaine entre les deux hommes. Et à partir de là, c'est simple. Il joue avec la distance, ferme la cage, le casse physiquement, puis mentalement, avant de finalement terminer le combat au second round. C'est probablement sa meilleure performance depuis longtemps, et il en profite pour demander le title shot. Mais à l'été 2023, le décor est clair. Le champion, c'est Israel Adesanya qui sort d'un KO monstrueux face à Alex Pereira. Le prochain challenger logique, c'est Dricus du Plessis, sauf qu'il est blessé et que Adesanya veut revenir rapidement. L'UFC cherche alors un nom et décide de le donner le combat à Sean Strickland, car Izzy a déjà roulé sur toute la catégorie, et Strickland est l'un des seuls qui n'a pas encore affronté. Le combat est officialisé pour l'UFC 293 à Sydney. Dès la Fight Week, Strickland fait exactement ce qu'on attend de lui et parle. I'm ready to give it to the fucking gods to fight the fucking Chinaman, dude. I'm ready to embrace the Bisping, to give up the fucking eye. I'm ready to give what it needs to give. Because not only do I represent America, but I represent you guys. I represent you motherfuckers. And hey, listen to what? Listen to what, you guys. Let me stand up for this. I'm gonna be honest. When I was younger, bro, I went through some traumatic shit, as we all did, man. From 7th grade, when I learned my lesson. And as a man, I'm a better man for it. I live a good life. I do good things. I'm not jerking my dog off, swearing allegiance to China, on my ex-girlfriend. Toute la Fight Week, on sent un décalage. Adesanya joue le jeu du champion, et Strickland joue le jeu du mec qui n'a rien à perdre. Et ça, c'est toujours dangereux. Dès le premier round, quelque chose cloche. Car ce n'est pas Izzy qui déroule, c'est Sean qui avance. Il casse la distance avec son jab, check les kicks, et à la fin du premier round, sur un énorme direct du droit, il envoie le champion au tapis. À partir de ce moment-là, Adesanya ne reviendra jamais vraiment dans le combat. Sean reste discipliné, il presse, gagne le centre. Round après round, le même scénario se répète. Adesanya tente d'installer son timing, mais Strickland l'empêche de respirer. Quand le combat se termine, il n'y a pas vraiment de suspense. Victoire par décision unanime pour Sean Strickland, qui devient le nouveau champion du monde de l'UFC. Et sa réaction après le combat veut littéralement tout dire. You guys, I love you guys. Just remember the gold around my waist don't mean bro. Your home life, how you're living your life matters way more than any
title, you guys. And I'm living better for you guys, through you guys. Thank you. Après Sydney, Sean Strickland est champion du monde. Mais très vite, il devient évident que cette histoire ne sera pas confortable. Sa première défense de titre est face à Dricus du Plessis. Un style complètement à l'opposé, brouillon, physique, infatigable. Et surtout, quelqu'un qui va appuyer exactement là où ça fait mal. Bro, why are you so angry? Bro, you think your dad beat the shit out of you? Your dad doesn't have shit on me. I'm gonna show you what it's like to beat you. I mean, every childhood memory you have is gonna come back when I'm in there with you. Every single one, the one where you lie in bed at night, where your dad comes in and he beats the shit out of you. I will take your fucking soul, you understand me, you fucking pussy? À ce moment-là, Sean ne joue plus. Et on le voit lors de l'UFC 296, lorsque les deux hommes vont carrément se battre dans les tribunes. Pour la première fois depuis qu'il est champion, Sean perd le contrôle de la narration. Dans la cage, c'est exactement ce qu'on attendait. Et en même temps, pas du tout. Sean commence bien, le jab est là, la pression aussi. Mais Dricus avance, casse le rythme et force Sean à reculer, chose qu'on voit rarement. Au fur et à mesure, les rounds passent et le combat est extrêmement serré. À la décision, c'est une split décision. Et cette fois, ça ne tombe pas du bon côté. Sean Strickland perd sa ceinture dans une guerre que beaucoup de personnes qualifient de vol. Sean est furieux, il se sent volé et réclame une revanche immédiate. L'UFC ne lui accorde pas tout de suite et lui propose avant ça un combat contre Paulo Costa. Durant tout le combat, Sean fait ce qu'il sait faire, avance, neutralise avec son jab et son type. À la décision, il remporte le combat sans aucun problème. L'UFC lui accorde alors naturellement la revanche contre Du Plessis, mais elle ne ressemble pas du tout au premier combat, car dès les premiers échanges, on comprend que Dricus a la solution. Il avance plus fort, il frappe plus lourd et a réalisé de nombreux ajustements. Au troisième round, Dricus place même une énorme droite qui brise le nez de Strickland. A partir de là, le combat devient encore plus unilatéral. À la décision, Dricus du Plessis conserve sa ceinture et met en lumière les limites très claires de son style, car Strickland a une boxe très simple et très compliquée à lire pour l'adversaire. Cependant, il ne s'adapte pas et ne propose aucun ajustement, donc après avoir déjà fait 5 rounds avec lui, il est naturellement plus simple de l'affronter une seconde fois. Après ces lourdes défaites, Strickland disparaît des cages pendant presque un an, à cause d'une suspension liée à une bagarre lors d'un événement. Mais le week-end prochain, il fait son retour face à Anthony Hernandez. Un combat piège, un mec qui presse, fatigue, salit les combats. Exactement le genre d'adversaire qui te force à te regarder dans le miroir. Mais Sean Strickland, c'est un survivant. Un gamin qui a grandi dans la peur, qui a appris très tôt que la violence pouvait être une langue, et qui a trouvé dans le combat un cadre pour ne pas exploser ailleurs. Sean Strickland se bat parce que sans ça, il ne sait pas quoi faire de ce qu'il a à l'intérieur. Le combat contre Anthony Hernandez ne dira pas s'il redeviendra champion. Il dira s'il a encore envie de se lever, s'il a encore besoin de se battre, ou si pour la première fois de sa vie, il commence à arriver au bout de ce que le combat peut lui offrir.